Jungle. Audio Jungle. Combien parmi vous sont en rénovation ou, en fait, ma question, en construction neuve, nouvelle construction? Bon, vous avez sûrement vécu des difficultés à faire approuver vos projets avec les municipalités, etc. Fait que vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Ça, c'était de l'ironie. Alors, bon, ben d'abord, juste pour entrer en matière, pour faire une introduction avec le milieu municipal, hier, tout le monde on s'est fait beaucoup rire hier parce que vous savez que les élections sont commencées. Fait qu'on a vu une campagne électorale qui nous donne un aperçu de la variété du monde municipal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette affaire-là. C'est un candidat à la mairie à Rimouski. Alors, allégir les règlements de l'urbanisme. Fait que ça a fait le tour. C'est rendu un infomane. Fait que c'est vraiment... c'est une bonne introduction. Alors, vous avez sûrement entendu, le gouvernement, au printemps, a déposé un ensemble de projets de loi. Projet de loi sur les milieux humides, projet de loi sur les pouvoirs municipaux. C'est de celui-là dont je vais vous parler. Le projet de loi 122, il s'inscrit dans la volonté des municipalités d'obtenir de plus en plus de pouvoirs. Et Montréal, Québec principalement, avait demandé au gouvernement de retirer ou de permettre aux villes de se retirer des processus d'élection référendaire. Vous connaissez le système. Quand vous avez un projet, ben là, il y a un processus par lequel les riverains, les citoyens riverains peuvent aller signer un registre, s'opposer au projet. Puis, s'il y a un certain nombre de signatures qui varient selon la dimension du projet, ben là, il y a un référendum. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que quelques personnes vont réussir à faire dérailler un projet au complet. Alors, le gouvernement, dans le projet de loi 122, va permettre, ben, en fait, l'autorise, c'est approuvé, là, aux municipalités de se retirer du processus référendaire. Mais dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Donc, ces municipalités-là vont devoir se donner des politiques de consultation. Puis vous allez voir, c'est là où l'univers dans lequel vous avez travaillé pour préparer, faire approuver des projets risque de changer beaucoup. Alors, je vais commencer par deux citations qui montrent un peu l'opposition, puis je vais essayer de mettre un peu d'humour autour de ça aussi. La future politique de participation publique, je vais insister sur le mot participation, vous allez le revoir plus tard, proposera donc une avenue bien plus constructive et bien plus moderne, assure le ministre Coiteux. Les opposants, que disent-ils? Je ne les ai pas cités parce qu'il y en a plein. Essentiellement, j'ai résumé ce qu'ils disent. Ça nous inquiète. Parce qu'on a vu après la commission Charbonneau à quel point il y a eu des scandales qui ont démontré plusieurs cas de collusion entre certains élus et promoteurs privés. Et le problème, c'est que le cadre réglementaire n'existe pas actuellement. C'est comme si on donnait carte blanche au gouvernement pour déterminer les mécanismes de consultation publique qui remplaceront l'approbation référendaire. En fait, pourquoi je vous parle de vide? C'est que le gouvernement a en fait approuvé la loi, mais donc les villes pourront se retirer du processus référendaire, mais il va falloir qu'ils remplacent ça par une politique de consultation. Et ça va être déposé, ou ça va être encadré, pardon, par un règlement. Le règlement va peut-être être déposé d'ailleurs aujourd'hui dans la Gazette officielle, parce que selon les informations qu'on a, le gouvernement souhaite que les nouveaux conseils municipaux qui vont être élus le 5 novembre, bien, quand ils arrivent en poste, ils ont un règlement à leur disposition pour commencer à regarder leur politique de consultation. Fait que là, à l'heure qu'il est, je n'ai pas eu d'informations qui étaient déposées, mais c'est très possible qu'il soit déposé aujourd'hui. Alors, on va voir les tenants et les aboutissants. Mais je vais vous donner un peu un aperçu de ce qui est recommandé là-dedans. Dans le fond, on va aller regarder un peu trop. Et là, j'ai parlé de citoyens, promoteurs, élus. C'est ce que je vais toucher aujourd'hui, sommairement. Mais j'aurais pu en mettre plein d'autres parce qu'il se crée des groupes communautaires. Il peut arriver un projet qui, à un moment donné, tombe dans une ville où est-ce que les opposants politiques vont servir du projet, rien à voir, aucun lien, mais pour attaquer l'équipe en place parce que c'est des enjeux politiques. Donc, chaque projet est différent, chaque municipalité est différente. Puis aujourd'hui, on peut se retrouver au centre de tout ça, ce qui fait que les délais d'approbation vont être bien longs. Les projets, souvent, vont devoir être modifiés, puis dans bien des cas, dans ma ville, d'ailleurs, si je vais parler de politique, là, je le sache, est-ce qu'il y en a qui résident à Rosemère? Parce que là, je vais leur demander de quitter la salle. Donc, j'étais un élu municipal à Rosemère. Projet le golfe de Rosemère, vous avez sans doute entendu parler. Projet dans le schéma de la MRC, une petite bande est dézonée, 3-4 étages. Promoteur qui a l'autorisation de développer 3-4 demande un changement de zonage pour passer à 6. C'est pas compliqué. Rosemère, c'est devenu l'Afghanistan. Alors que c'était une petite ville bien tranquille, là, et une mobilisation citoyenne épouvantable qui a fait que notre conseil municipal, on a amené un paquet d'activités de consultation et de participation
Puis on n'a même pas autorisé, on n'a même pas déposé le changement. La réaction était tellement violente des citoyens. Alors, on n'est pas en période électorale, ce que je vous raconte là. Mais ce projet-là, pour l'instant, il ne se fera pas. Alors, vous allez voir que ça va vous amener à réfléchir puis à agir autrement. Fait que là, je vais regarder 3 forces qui s'opposent. On va essayer de s'amuser un petit peu. J'ai mis une petite caricature. Je reviens du dernier conseil de quartier. On a fait un vote à main levée. Souvent, les conseils de quartier ou les assemblées publiques, aujourd'hui, plusieurs maires me disaient, moi, j'ai été un élu assez récent, mais des gens qui avaient de l'expérience, les citoyens s'expriment beaucoup avec agressivité, acrimonie, beaucoup plus que dans le passé. Quand quelque chose les touche, ils ont le temps, ils sont présents, ils se présentent, et ça se fait de façon assez agressive. Élection, je vous le disais, aux 4 ans, ça ne suffit plus. On est face à des citoyens qui sont scolarisés, qui sont éduqués puis qui sont informés. Donc, et souvent, avec la démographie, ils ont le temps d'aller chercher les règlements, de se documenter puis d'arriver dans un conseil municipal là, équipé. On est face aussi à une population là, qui est plus vieille. Donc, en partant, très conservatrice. Tu ne peux pas refaire une rue sans que les gens réagissent, même si la rue est défaite, là, puis elle a besoin de... les travaux, les camions, la poussière, tu as des réactions continuelles, beaucoup ça. Puis évidemment, bien, vous l'avez abordé, M. Dubé, la crise de confiance envers les élus et les promoteurs. C'est clair que les citoyens, avec tout ce qui s'est passé au fil des années, n'ont pas beaucoup confiance aux élus. Moi, qui me suis présenté une première campagne électorale, je me suis fait tellement souvent parler d'enveloppe brune que j'avais reçu. J'ai eu. Puis ça, c'est pas facile à vivre, là, se retrouver sur Facebook avec des accusations de choses comme ça. Fait que, veux pas le policier là-dedans, il était branlé. Fait que là, tu sais, ça amène une prudence. Puis les citoyens s'expriment vraiment solidement. Là, je vais vous faire un petit peu rire. Là. Vous avez sûrement entendu le syndrome « pas dans ma cour hein? ». Les gens sont d'accord, puis sont pas d'accord avec sont d'accord avec un projet, mais quand il est proche de chez nous, ça marche pas. Ça évolue. Là, on a une citoyen contre tout. Puis il y en a une que j'ai trouvé vraiment drôle, je l'ai lu, elle est sortie tout récemment, elle est en anglais, excusez-moi, mais elle est bonne. C'est l'approche, c'est le syndrome banana. C'est-à-dire « build absolutely nothing anywhere near anything ». Les citoyens, l'approche banana, vous le voyez dans bien des projets, là, hey, touchez à rien, là, touchez à rien, faites rien. Bien ça, les gens varient dans ça, puis là, ils s'opposent, puis alors c'est dur quand tu es un développeur, tu es un promoteur, d'arriver puis d'essayer de proposer quelque chose qui est bien pour la communauté, parce que c'est automatique aujourd'hui. Tu vas, de toute façon, on ne fait jamais l'unanimité, donc tu vas provoquer un mouvement, puis ce mouvement-là, aujourd'hui, a les moyens de s'exprimer avec les réseaux sociaux, puis comme je vous disais tantôt, ils ont le temps, ils se documentent. La perception des promoteurs. Promoteurs, vous êtes perçus comme des gens qui sont riches, qui ont beaucoup de marge de manœuvre financière. Alors, quand vous allez rencontrer des élus, des citoyens, soit dans le protocole, il va vous demander toutes sortes de choses. Il y a une équation qui ne se fait pas dans la tête des fonctionnaires municipaux et des politiciens que ce qui va vous être demandé va se retrouver dans le prix de la maison. Ça, là, cette équation-là, là, je peux vous le dire, elle ne se fait pas. Je suis allé représenter Montréal métropolitain au Conseil de développement économique de Montréal avec un de vos collègues, Maxime Laporte, qui m'accompagnait, parce que moi, je suis pas un vrai. Alors, ils ont tout écouté. On représentait sur leur volonté d'augmenter les taxes pour fonds de parc dans des projets de redéveloppement. Ces taxes-là vont augmenter énormément. Puis, un coup, on a eu tout expliqué l'impact que ça aurait sur le prix des logements, l'accès à la propriété au Québec, où on est les derniers au Canada. Bien, la seule question qu'ils ont posée, c'est à mon collègue promoteur, c'est quoi votre marge de profit? Fait que vous voyez là, à partir du moment, la taxe, ben, c'est pas grave, dans le fond, vous êtes capable d'absorber ça. C'est la réaction. Fait qu'automatiquement, avec ce que vous voulez, vous le savez, vous devez faire des marges de profit, parce que si vous voulez avoir du financement, vous ne pouvez pas vous présenter avec des projets qui sont minces. Puis, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un surcoût, quelque chose qui arrive, bien, ça va se traduire dans le prix du logement. Mais ça, c'est une équation que les politiciens ont beaucoup de difficultés à faire. Vous êtes perçus comme des gens qui sont un peu à l'écoute des milieux, puis recherche de profit. Et ça, là, ça va amener toutes sortes de demandes. Vous l'avez sûrement vécu, améliorer la foresterie, changer ci, changer ça. Après, tu essaies d'avoir une unité de logement, une unité d'occupation qui a un prix raisonnable. Excusez-moi, là, j'ai tendance à éloigner mon micro, je ne sais pas si ça fonctionne. Bien, alors c'est une perception, puis ça, cette perception-là, elle est vécue autant par les politiciens que par les citoyens en général. Puis quand je dis ça, là, je fais des généralités. C'est pas toujours tout le monde qui pense comme ça, mais il y en a pas mal. Les élus. Les élus, puis ça, c'est important que vous le compreniez, ils subissent les effets de la densification.
Vous le savez, au Québec, on s'est donné des schémas d'aménagement, des plans PEMAD, Québec aussi, où est-ce qu'on s'en va vers une densification. Moi, je suis persuadé, si vous vous promenez sur la rue et vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils aiment comme type de maison, ils vont encore tous vous dire qu'on aimerait bien mieux avoir notre maison avec notre cour, etc. Mais c'est pas ça qu'on peut faire. Dans une ville comme la nôtre, qui est très, très champêtre, bien, on est obligé de densifier. On n'a pas le choix. On est dans le réseau de transport là, du train de la Rive-Nord. Donc, autour du train, on doit monter en hauteur. Écoutez, la réaction que les citoyens là, ont face à ça, là, c'est épidermique. C'est pas ça change leur environnement, d'accord? Les politiciens là, ont pris face à ça, là, puis c'est plein de vertus là, pour de densifier pour le transport en commun, puis la lutte au changement climatique, c'est plein de vertus. Mais il n'y a pas grand monde qui se plaise à ça. Électoraliste, vous l'avez dit, puis je l'ai été. Quand tu as une décision à prendre, tu évalues toujours, bon, qu'est-ce qui va se passer? À quel moment je suis dans la période? On a entendu toujours les caricatures. Les 2 premières années d'un mandat électoral, c'est le temps de passer les décisions qui sont plus dures, puis les 2 dernières années, il ne se passera plus rien. C'était pas mal vrai. Le problème, c'est qu'à cette heure, un projet de développement, ça dure souvent bien plus que 4 ans. Entre le moment où tu le penses, puis le moment où tu le finis, il va se passer bien des années. Fait que tu vas tout vivre les périodes. Fait que tu vas vivre la période où ça va bien aller, puis ensuite, ben là, ça va bloquer. Parce que là, effectivement, la période électorale, là. Puis pour un politicien, je vous le garantis, je le disais hier à des consultants dans ce domaine-là, un projet, là, c'est des problèmes. Parce que on le sait très bien, là, ce qui va se passer, là, c'est on va se faire tirer des tomates, puis pour l'avoir vécu, vous ne savez pas ce que c'est quand tu es dans une assemblée publique, dans un conseil municipal, puis là, tu as une gang de citoyens qui sont devant toi, puis que l'image, c'est pas une caricature, tu te fais tirer des tomates pour pas dire des roches. Quand tu retournes en arrière, là, il n'y a pas un politicien qui ne veut pas développer sa ville correctement, intelligemment. Il y en a peut-être, là, mais ce n'est pas la majorité. Mais quand tu t'avances dans ce domaine-là, surtout en période électorale, tu te magasines des problèmes. Fait que ça amène un recul, une résistance. Bon, fait que là, face à ça, ben, tu es pogné avec un monde là, dans lequel c'est très difficile de faire avancer des projets aujourd'hui. Puis je vous dirais, à mon avis, ça c'est là pour rester. Alors, vous allez entendre un terme, puis je vais rentrer dans ce que le règlement va amener, provincial, mais même si ce règlement-là n'arrivait pas, ce que je vais vous dire va devoir être mis en place. Je pense que vous n'aurez pas le choix, comme acteur là, économique, de modifier votre approche pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. L'acceptabilité sociale. Alors, c'est quoi l'acceptabilité sociale? Le résultat d'un processus par lequel toutes les parties concernées construisent ensemble des conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet, programme ou une politique s'intègre harmonieusement à un moment donné dans son milieu naturel. Bien clair pour notre domaine, c'est un processus dont la finalité ne vise pas à faire accepter un projet, mais bien à rendre un projet acceptable en faisant en sorte qu'il puisse répondre aux aspirations du milieu. Alors, c'est pas je pense à un projet, puis ensuite je vais tout faire pour le faire approuver, mais c'est plutôt comment je vais faire en sorte que mon projet, avec les acteurs du milieu, là, soit acceptable, puis que ça passe facilement. Alors, et le projet de règlement va exiger des villes qui vont vouloir se sortir du processus référendaire de mettre une politique en place qui réponde à ça. Et là, vous en avez plein déjà qui ont commencé à pousser. On me parlait hier je me souviens plus de l'acronyme, mais qui est la Brossard, dans le cadre de leur programme de développement durable, où là, les projets doivent avoir, sont cotés sur un certain nombre de points. Et ces points-là intègrent tous les volets dont je parle et je vais vous parler. Puis si tu n'attends pas 60 % tu penses même pas à aller au CCU. Tu y vas même pas. Donc, puis les politiciens, pourquoi font-ils ça? Bien, pour faire en sorte que quand un projet arrive, il y a le moins d'opposition politique possible pour que ça passe bien. Puis ça, vous allez voir ça foisonner dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je me suis amusé à montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça évolue dans la perception des gens, les différentes phases. Bien, vous l'avez tous vécu, il y a une phase qui s'appelle l'opposition-rejet. C'est-à-dire que les gens s'opposent à un projet, le projet dont je vous parlais tantôt à Rosemère. Blocage, des procédures légales, du boycott, des manifestations. Ça se produit. Bon, on l'a vu beaucoup dans des projets, moins de développement immobilier, mais pensez au gaz de schiste, là, pensez au port méthanier à Kakuna. Il y a eu des réactions, ce qui fait que ces projets-là, puis je ne veux pas porter jugement, là, je ne les connais pas vraiment, là, mais ils ont déraillé et on n'en parle plus du tout. Alors, première phase, puis je vous dirais, en partant, c'est ce qui se passe. Ensuite, on commence à avoir il y a une étape qui s'appelle la tolérance, où là,
le sujet revient souvent. Au conseil municipal, toi et moi, vous allez entendre parler du projet. Je prends mon expérience, là. Le projet du golfe de Rosemère. Toi et moi, y a-tu du nouveau? Non, il n'y a pas de nouveau. Mais là, toi et moi, tu te fais rincer parce que les citoyens sont inquiets. Faute d'informations, réagissent de plus en plus. Surveillance, puis implication d'organismes non gouvernementaux. Vous allez voir apparaître des groupes sociaux. Vous allez voir apparaître des regroupements de citoyens apolitiques, mais qui se disent apolitiques, mais qui vont vouloir réagir. Puis, évidemment, tout ça, là, ça met des bâtons dans les roues dans le développement d'un projet. L'approbation du support, bien, vous êtes perçus comme des bons citoyens corporatifs. Ça amène même une fierté dans la communauté. Les projets sont bien vus, puis obtiennent un support politique. Ce que visera les politiques, cependant, c'est en haut. Que les politiques fassent de la promotion, que vraiment il y ait un plaidoyer favorable à faire du projet, puis que tout le monde s'unisse contre les critiques. Mais pour arriver à ça, vous allez voir là, que des démarches de participation, puis de consultation, puis de travaux avec les citoyens, là, et ça va être encadré par un règlement gouvernemental, ça ne sera pas de la petite bière. Puis ça va-tu à date? Ça vous intéresse? C'est bon? C'est ma première expérience ici, là, donc... Alors... Il y a un groupe, comme je vous disais, le règlement a peut-être été déposé aujourd'hui, en tout cas dans les prochains jours. Par contre, il a fait l'objet d'un groupe de travail pour un cadre de référence en matière d'urbanisme participatif. Excusez-moi. Puis il va servir de base à l'élaboration du règlement dont je vous parle. L'approbation, je vous l'ai dit, est prévue après les élections municipales, puis toute politique de consultation municipale va être approuvée par le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on va regarder un peu de quoi il s'agit, mais chaque ville va devoir faire approuver une politique de consultation municipale si elle veut se sortir du processus référendaire. Donc, ça va nous demander, les associations régionales et vous, d'être vigilants, quelle ville entreprend un processus pour qu'on puisse intervenir puis s'assurer que, en tout cas, s'il y a des choses là-dedans, qu'il y a des hérésies ou où on va trop loin, qu'on puisse intervenir. Oui, vous avez une question. Est-ce qu'on dit chacun des arrondissements de Montréal? Même chose, oui, effectivement. C'est l'ensemble. Oui, dans le cas de Montréal, là... C'est pas géré dans son ensemble de l'île de Montréal, c'est géré par arrondissement? Est-ce qu'on sait vraiment à Montréal comment c'est géré? Je ne sais pas. On va le voir. C'est sûr que Montréal, avec sa loi 121, a un cadre différent. Puis eux autres aussi, il va falloir qu'ils se donnent une politique. Par contre, Montréal, je vous dirais, a une longueur d'avance là-dedans avec son office de consultation municipale. C'est pas tous les projets qui passent là, mais ils ont déjà une mécanique que beaucoup de villes ont, que la majorité des villes n'ont pas. Fait que, dans le fond, là, tant que les règlements n'arrivent pas, je ne peux pas répondre à votre question, mais d'après moi, là, il va y avoir beaucoup d'impact, là, arrondissement, puis peut-être une surveillance municipale. Mais tant que je n'ai pas vu le règlement, là, on ne le sait pas. Alors, bon, je ne sais pas si je vais toutes les lire, mais malgré qu'on a le temps. Ça, c'est les critères qui sont suggérés par le groupe de travail. J'ai mis en rouge le mot participation. Donc, quand vous pensez à consultation, bien, c'est volontaire que j'ai mis le mot participation en rouge, parce qu'on ne parle plus de consultation. Consulter, c'est voici mon idée, je consulte. Bon, je reçois quelques commentaires. Il y en a qui font mon affaire, qui sont intelligents. Je les intègre, je modifie mon projet, puis je continue. La participation, là, on parle pas de ça. Alors, ce que là, le règlement va encadrer, c'est qu'est-ce qui va être soumis à une participation publique. Donc, c'est sûr, et il y a même une section dans les recommandations qui concernent les développements immobiliers. C'est clair que les développements immobiliers vont être assujettis à ces politiques de consultation-là. Ils vont devoir identifier qui sont les responsables de la participation publique, modulation des exigences, l'information relative aux démarches de participation. Bref, là, sans rentrer dans un détail, on parle pratiquement de co-design. C'est-à-dire que quand tu vas avoir l'idée d'un projet, en amont même de tout le processus municipal, ça va devoir être quasiment une obligation pour vous de rencontrer les riverains, ceux qui vont être dans le coin, puis commencer à exposer vos idées, les écouter. Surtout pas lui montrer un projet. Je fais une caricature, mais l'idée, c'est de le construire ensemble. Puis je vous dirais qu'un élu qui va voir arriver un projet qui a été construit comme ça, qui risque de pas trop susciter d'opposition, va être beaucoup plus ouvert à ce projet-là qu'à un autre projet, que la perception des citoyens, c'est qu'on essaie de leur rentrer dans la gorge sans considérer leur milieu. Alors, ça va vouloir... Oui, je vois des réactions. Vous voulez réagir? Non.
Alors, on s'en va dans ce monde-là, puis il y a plein d'organismes qui se promènent dans les municipalités, des villes actuellement, là, des organismes comme Vive en Ville, Institut du Nouveau Monde, qui vont mettre en place, ça va devenir une business de consultants. Puis, j'ai rencontré aussi de gros promoteurs qui eux-mêmes embauchent ce genre de firmes-là pour les aider à monter ces processus-là. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque projet, là je vous donne une généralité, mais chaque ville est différente, chaque projet va être différent, la stratégie adoptée pour un projet peut être très différente d'un autre projet. Ça joue beaucoup des individus municipaux aussi, hein. Vous avez 2 villes avec 2 règlements écrits de la même façon. Dans une ville, ça va bien, dans l'autre ville, ça va pas bien. Pourquoi? Bien, il y a des êtres humains, hein, il y a des personnes, il y a des perceptions. Fait que, et comme vous allez devoir dorénavant passer par ces processus-là, et même si une ville choisit de ne pas adopter une politique et de rester dans le processus référendaire normal, la réalité va demeurer la même. Les oppositions citoyennes vont demeurer, donc vous allez avoir tout avantage à mettre en place une stratégie de participation publique, de rencontrer des citoyens, à la limite, faire influencer le projet que vous avez en tête avec les citoyens. Mais c'est comme une mouvance qui va se passer là, dans les prochaines années et à partir de maintenant. Et ça, vous allez voir ça dans plein de domaines apparaître, pas juste dans le développement immobilier, mais à peu près tous les développements qui vont devoir se feront au Québec vont être assujettis à ce genre de participation-là. C'est le maître mot, participation citoyenne. On change. Le mode démocratique des élections 4 ans passe par, avec les réseaux sociaux, les présences dans les médias, à une construction commune de quelque chose qui, à la fin, va faire l'affaire de tout le monde. Puis là, est-ce que c'est un rêve? Et je vous dis pas que je vous dépeins pas un univers extraordinaire là, en me disant hey, je vous promets qu'à la fin de ça, ça va être parfait. Ça change. Ça va amener d'autres délais, d'autres types de délais, d'autres types de coûts. Ça va amener pas mal plus de contact avec les citoyens. Bon, est-ce qu'à terme, dans 4 ans, parce que il propose un bilan d'application de la politique dans 4 ans, est-ce que dans 4 ans, on va conclure que c'était bon ou que c'était pas bon? Est-ce qu'on va revenir à autre chose? Là-dessus, votre boule de cristal vaut la mienne, je ne sais pas. Mais on s'en va dans un univers, clairement, où la participation va devenir là, de tous les jours. Puis, un conseil municipal qui aura le choix entre différents projets de développement, c'est sûr qu'un projet de développement qui est bien ficelé par le promoteur va avoir beaucoup plus de chances de recevoir de l'attention, puis de passer plus vite là, dans la machine municipale qu'un projet qui, au contraire, là, est perçu comme étant fait en vase clos, puis bon, voici le projet, puis etc. Audio Jungle.